L'élément déclencheur, pour nous, ça a été la tempête Klaus. En 2009, en fait, on a été, voilà, déjà psychologiquement, c'était très dur. On a eu plus de 40% de la forêt qui était par terre. C'était l'apocalypse en fait, hein. Quand on est sorti, c'était voilà, quand vous connaissez les Landes avec des pins qui avaient entre 40 et 50 ans que vous retrouvez tout par terre, donc c'était vraiment catastrophique. Pour vous donner une idée, nous, la commune d'Escours, sur 11 000 hectares, on a à peu près 600 hectares de forêt. Et ces 600 hectares de forêt, bon an mal an, nous ramenaient entre 45 et 50 000 euros de recettes. C'est vrai que c'est une ressource qu'on n'a plus aujourd'hui. On a vu arriver tout un tas d'opérateurs qui voulaient mettre en place des énergies renouvelables, que ce soit de l'éolien ou du photovoltaïque, qui sont venus nous voir en disant voilà, monsieur le maire, vous n'avez plus de recettes de bois puisque votre forêt est par terre, et nous on vous propose, voilà, plutôt que de replanter sur cette pleine surface, de mettre des énergies renouvelables. Et c'est là qu'on s'est dit il faut peut-être qu'on invente un autre système, plutôt que ce soit des opérateurs exogènes qui viennent nous prendre notre vent et notre soleil. On a déjà perdu notre forêt. Et on s'est dit il faut peut-être qu'on invente un autre système où on retrouverait la collectivité, les élus, et les citoyens. Quand j'ai entendu parler de territoire à énergie positive, c'est là où ça a été waouh, bingo, ok, c'est ça que je veux faire quoi. Donc il y a vraiment de tout au Mimosa et pour l'instant il n'y a rien qui est prévu au niveau du tri, pas d'aire de branchage. Alors au niveau de ça, non, justement non. Ils en ont parlé à un moment donné, normalement c'était pour parler de séparer les feuilles et les branchages. Ouais. Mais ça n'a pas été fait encore. Alors si demain on arrive à valoriser ces déchets, il y a plusieurs filières qui sont disponibles en fait. Il y a des filières simples comme le compostage et ça peut revenir au niveau des exploitations agricoles. Le gros avantage, c'est que ça permet de remplacer une partie des engrais azotés. Et les engrais azotés, c'est quelque chose qui est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Et la deuxième filière qui est évidente sur le territoire, c'est justement le bois énergie. Quand vous regardez ici, c'est du branchage. Et tout ce branchage-là, c'est une ressource de bois utilisable justement pour aider ces filières qui ne sont pas encore développées sur le territoire, malgré le fait qu'on soit en plein milieu de la forêt. On est entouré de pins, vous voyez des pins à perte de vue, il n'y a pas une chaudière bois sur la communauté de communes, ce qui est quand même dommage, quoi. L'important, c'est est-ce qu'on veut garder notre modèle de société ou pas? Il est là, le cœur du problème. Et on a une société qui s'est construite et qui a explosé dans un sens. On a eu des avancées considérables en 70 ans. L'avancée des télécommunications, l'avancée des transports, l'avancée du bâti, enfin c'est vraiment... Et toutes ces avancées en fait se sont basées sur un postulat de base qui revient tout le temps, c'est que on avait une énergie abondante et peu chère. Si on veut garder notre modèle de société, par un moment, il faut passer ce cap-là. Et c'est ça, transition énergétique. Ces deux mots, ça résume tout. Je pense qu'on est tous d'accord, et les plus grands experts, notamment les experts du GIEC, sont d'accord pour dire que c'est l'action humaine qui fait que l'atmosphère se réchauffe. Donc je pense que si on veut réussir la transition énergétique, il ne faut pas que ce soit punitif. Donc il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Je crois que c'est indispensable. Et on a entendu parler du projet de la mairie d'Escours qui s'inscrit dans la communauté de communes. Donc ils ont une économie circulaire à mettre en place petit à petit. Et donc on s'inscrit tout à fait naturellement dans ce projet-là et qui a tout à fait son sens, en particulier pour les cendres. Le pin arrive sur une installation. On reçoit donc des troncs avec de l'écorce et cette écorce va être récupérée pour être brûlée dans cette chaudière biomasse. De cette chaudière donc, sort de la vapeur pour notre utilisation, pour la cuisson du papier. Mais on a aussi, comme dans une cheminée, qu'on peut avoir vous et moi, une cendre. Et cette cendre, elle est intéressante parce qu'elle est riche en potasse. On va récupérer cette cendre qu'on va pouvoir épandre dans les champs et bien sûr moyennant des contrôles faits par le ministère de l'Agriculture. Donc nous, on est rentré dans un processus d'économie circulaire. On veut recycler cette chaudière parce que les cendres viennent de la forêt et puis retourneront à la terre et le cycle sera bouclé. Ça n'a pas de sens de faire du papier au détriment de l'environnement, comme au détriment de la sécurité. Aucun sens. Sinon, il faut fermer.
Mais on a décidé d'être là encore pour longtemps et la chaudière, elle est faite au moins pour 60 ans. Donc c'est sûrement pas moi qui verrai la fin de cette chaudière. En tout cas, j'en ai vu le début, j'en suis très fière. Et nous, par contre, en contrepartie, on s'engage À entretenir. C'est-à-dire qu'eux n'auront plus l'entretien qu'ils faisaient avant. Tu vois bien qu'on est sur un processus voilà, qui englobe plusieurs acteurs et ça c'est intéressant. Écoute, voilà, si on peut continuer à y contribuer, on est vraiment volontaire. Et là, je vois qu'il y a un tracteur qui amène. Mais voilà, de donc là, voilà. Mais donc, voilà. Là, c'est du broyat. Là. Donc ça, c'est une livraison de broyat de déchets verts, donc qui vient du site de Mimizan. C'est 9 tonnes de déchets verts par voyage. Donc effectivement, l'intérêt de les broyer sur place et même de les composter sur place ferait qu'au lieu de trimballer 9 tonnes de broyat, ils trimballeraient par exemple 9 tonnes de compost. Donc on diminue par deux le volume transporté. Mais tout donc, ça, voilà, ça fait partie de l'étude. Hein, donc, ouais. Voilà, mais bien sûr. C'est bien d'avoir entamé le processus, mais c'est sûr qu'on a un gain en termes de transport. On voit que ça fume, donc ça veut bien dire qu'il y a une réaction en fait, de fermentation. Voilà. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, enfin, pour nous, acteurs, hein, c'est de voir qu'on est en train d'initier des nouveaux partenariats qu'on n'imaginait pas il y a 5 ou 10 ans. C'est-à-dire que travailler avec une collectivité, travailler avec un CIVOM, travailler avec un industriel par rapport à notre activité agricole, c'est quelque chose de nouveau. Et je trouve que c'est intéressant. Je vois que ça intéresse aussi les collectivités et les industriels. Quand on va dire à un industriel peut-être que votre sous-produit, voire déchet, peut avoir une valorisation agricole, il est vraiment très très à l'écoute. Hein. C'est-à-dire que voilà, donc on est dans une économie, alors on peut dire de gagnant-gagnant, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que de mettre en relation des acteurs qui n'avaient pas vocation a priori à se rencontrer, on arrive à travailler sur des solutions qui sont au bénéfice de l'ensemble de ces acteurs, donc plus globalement du territoire. Et qu'est-ce que nous avons ici? Le compost. Alors, donc on l'a vu tout à l'heure, dans le compost, on va y trouver quoi? Des épluchures de fruits, de pommes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir de la terre. Ça va devenir de la terre. Et quoi d'autre? Des vers de terre. Aux vers de terre. Voilà, donc c'est grâce aux vers de terre, entre autres, tous ces petits insectes qui vont permettre à ce que ces déchets-là deviennent du bon terreau pour le potager. Voilà. Et le système du goutte à goutte, on va le mettre dans le potager et on va récupérer, regardez derrière vous, il y a une belle toiture. Lorsqu'il va pleuvoir, l'eau elle va s'écouler sur la toiture, elle va tomber dans la rigole, on va mettre un gros bac et comme ça va permettre de mettre de l'eau dans le potager. Je pense que tu as déjà vu, mais on va te montrer les résultats des derniers tests là. Super. Parce que là, comme tu le vois, on a ce tas de bois qui est notre tas un peu référence, qu'on a là depuis longtemps, qui n'est pas séché au solaire. Ouais. Et là, ce tas de bois qui, lui, est rentré il y a 4 jours et qui est déjà quasiment totalement sec. Voilà. Donc là, on voit, si tu veux, tu vois la qualité du bois. Il est totalement sec. Hein. Là, on vient de faire les essais avec Michael. Ouais. Et ce bois est à 12% d'humidité. Waouh. Alors là, ça, c'est les 2 bennes de séchage dont je t'ai parlé la semaine dernière. On entrepose la matière dedans, on la charge. L'air chaud passe au travers de la matière dans la benne à double fond. Et ça a un avantage de flexibilité en fait. Du point de vue de la logistique, on n'a pas de rupture de charge. Ouais. On sèche beaucoup plus vite aussi parce que dans ces bennes, on va pouvoir sécher en 1 jour ou 2. Donc l'air chaud arrive depuis le toit et soufflé dans ces bennes. Ouais. Et on vient sécher le bois ou le déchet. Dans votre cas, ce sera des déchets bois. Les besoins en électricité au niveau des ventilateurs, etc., je suppose que c'est quand même inférieur à ce que tu produis. L'électricité qu'on utilise pour cette application de séchage, elle représente à peu près 1/5 de la production. Donc ici, sur ce site, par rapport à nos besoins, on produit 5 fois plus d'électricité que ce qu'on consomme. Donc ça, dans le cadre de votre projet, il sera potentiellement intéressant d'évaluer la faisabilité d'autoconsommer l'électricité produite sur le toit. Ok.
Ce panneau produit 10% d'électricité en plus qu'un panneau photovoltaïque et il produit 3 fois plus de chaleur que d'électricité. C'est colossal. Lorsqu'un panneau photovoltaïque chauffe, il produit moins d'électricité. Donc nous, très simplement, on a appliqué notre savoir-faire dans les domaines de l'électronique pour évacuer cette chaleur à l'arrière du panneau. Alors l'air chaud arrive d'un côté, il passe au travers du panneau, il se retrouve beaucoup plus chaud de l'autre côté. On gagne à peu près 10, 15 à 20 degrés selon la saison, selon l'ensoleillement. D'un panneau photovoltaïque amélioré qui produit plus d'électricité, on en a fait un panneau thermovoltaïque qui produit simultanément de l'électricité et de la chaleur. On bénéficie d'un brevet européen pour cette technologie. Nous sommes les seuls au monde à faire ce type de panneau qui, plus est produit en France. Donc on est très fiers d'avoir réussi ce pari du Made in France dans une industrie du solaire qui est aujourd'hui massivement alimentée par des panneaux chinois. Je suis dans un territoire qui a la particularité, c'est que c'est pas les citoyens qui essayent d'impliquer les élus dans la transition énergétique, mais c'est l'inverse. C'est compliqué, ça peut être frustrant, mais c'est assez génial comme idée, quoi. Pour moi, ça donne un petit peu du sens à la chose politique. Parce que la transition énergétique, vous pouvez faire de la transition énergétique, mais si vous n'avez pas un peu les industriels, les services sociaux ou quoi, qui vont vous donner la main, bah vous ferez des choses tout seul dans votre coin et puis vous avancerez pas, quoi. Pour moi, l'échelle locale est vraiment le levier d'action pour la transition énergétique. C'est très important. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous allez monter des projets, c'est des projets que vous connaissez, des projets que vous allez voir. Contrairement à un placement que vous feriez à la banque et que vous ne connaissez pas. C'est important. C'est important aussi au niveau de la décision. Parce que on est très réactifs, nous, les collectivités rurales, et ça nous permet d'avancer. On n'avancerait pas aussi vite si on était à un échelon beaucoup plus important. On a trouvé que le seul outil pour porter cette transition énergétique avec les citoyens, c'est une SEM. Parce que cette société d'économie mixte locale permet à la fois d'associer des privés, des collectivités et des citoyens. Voilà, donc ça c'est une première nationale, ça n'existait pas. La mission de cette SEM qu'on a montée, c'est d'arriver à nos objectifs avec vous, diminuer au maximum la consommation d'énergie, parce que l'énergie qu'on ne dépense pas, c'est la moins chère, bien sûr, évidemment. Ensuite, essayer de couvrir donc, nos besoins par les énergies renouvelables au maximum, dupliquer ce qui fonctionne bien, ce qu'on a mis en place. Voilà. Donc on voulait aussi que les citoyens aient leur indépendance à travers une coopérative et que ça soit la coopérative qui soit actionnaire de la SEM. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait le plus de citoyens possible. Donc ce qu'on veut, c'est un seul ticket d'entrée à 100 €. C'est tout, hein. On ne veut pas quelqu'un mettre 1 000 € pour l'instant. C'est 100 €, on met 100 € dans la coopérative citoyenne et on travaillera main dans la main sur la transition énergétique. Mais vous pourrez aussi, à travers cette coopérative, avoir des projets, comment faire pour améliorer la performance énergétique de votre habitation, quel type d'isolation il faut faire en priorité. Donc on va donner de l'emploi aux artisans locaux. Donc, quand on parle de transition énergétique, on ne parle pas que d'énergie. Hein, on parle de circuit court, on parle de santé, de bien vivre, de lien social. C'est ça la transition énergétique. Hein. La transition énergétique, à mon avis, c'est avant tout mieux vivre. Après, on s'adaptera. Pour moi, la transition énergétique, c'est tout simplement le fait de préserver la planète en sensibilisant les enfants sur des actions toutes simples qu'ils peuvent mener au quotidien. Alors, la transition énergétique, c'est de voir que le déchet n'est pas seulement un déchet, mais un produit. C'est penser à préserver notre planète pour nos enfants et nos petits-enfants, pour l'avenir tout simplement. Pour moi, pour réussir la transition énergétique, il faudra que le maximum d'acteurs y soient associés, institutionnels, politiques et surtout citoyens. La transition énergétique, c'est de faire en sorte que tous nos combustibles soient complètement renouvelables.